Il y a un moment, dans toute transformation profonde, où parler devient plus dangereux que se taire. Pas parce que tu mentirais, pas parce que tu aurais quelque chose à cacher, mais parce que ce que tu es en train de devenir n'a pas encore de peau. C'est littéralement un fœtus identitaire. Et tu es sur le point de l'exposer à l'air libre, aux projections, aux peurs, aux conseils bien intentionnés qui vont venir le frapper avant même qu'il ait eu le temps de respirer par lui-même. On nous a appris que parler, expliquer, rendre lisible était un signe de maturité, que celui qui s'était cache quelque chose, que celui qui ne se justifie pas a quelque chose à se reprocher. C'est faux. En période stable, oui, la communication est un signe de clarté et même de bonne santé. Mais en période de mue, reconversion, séparation, bascule intérieure profonde, se taire est un acte de survie. Herminia Ibarra, chercheuse à la London Business School, a passé des années à étudier les transitions professionnelles. Pas les petits ajustements, les vraies mues, celles où tu quittes une identité pour en construire une autre. Et voici ce qu'elle a découvert. Pendant ces phases, nous n'avançons pas avec une identité claire, mais avec des identités provisoires, des versions expérimentales de nous-mêmes. On teste, on tâtonne, on essaie des rôles, des discours, des postures. Certains tiennent, d'autres s'effondrent au bout de 3 jours. Le problème, c'est que ces identités provisoires sont fragiles par nature. Elles ne sont pas encore ancrées. Elles ne sont pas encore habitées. Elles n'ont pas encore la densité pour résister à la pression sociale. Ibarra montre que ces identités ont besoin de 3 choses pour se stabiliser. 1. De l'expérimentation. Il faut les tester dans le réel, pas juste en parler. 2. De nouveaux publics. Ce sont des gens qui ne connaissent pas ton ancienne version. Troisièmement, du temps pour que le nouveau récit devienne naturel, évident, non forcé. Ce qui signifie que si tu parles trop tôt à ton ancien entourage, tu court-circuites les 3. Tu parles au lieu d'expérimenter, tu restes dans l'ancien public et tu accélères artificiellement un processus qui demande du temps. Et résultat, tu vas abandonner. Non pas parce que ce n'était pas juste, mais parce que tu as exposé quelque chose de fragile à un environnement qui n'était pas calibré pour le recevoir. Pourquoi ? Alors ça, je t'en parle souvent. Parce que ton entourage, lui, n'a pas changé. Il est resté exactement là où tu l'avais laissé. Et quand tu reviens avec une identité provisoire, floue, en chantier, le système réagit. Il réagit par homéostasie. L'homéostasie, je te le rappelle, c'est la tendance d'un système à maintenir son équilibre. Quand la température monte, le corps transpire, quand elle baisse, il frissonne. Et l'objectif du système, si on file l'image, c'est de maintenir ton corps à sa température de croisière. C'est exactement ce qui se passe dans tes relations. Quand tu changes, le système relationnel cherche à te ramener à ce qu'il connaît. C'est pas de la malveillance, c'est une économie énergétique. Ton ancienne version était prévisible, stable, rassurante. Ta nouvelle version est floue, instable, inquiétante. Alors les projections arrivent. Tu prends un risque, tu étais mieux avant, sois raisonnable. Et le pire, c'est que ces projections ne viennent pas des gens qui veulent te détruire. Elles viennent de gens qui t'aiment, qui ont peur pour toi, qui veulent que tu restes en sécurité. Mais en sécurité selon leur référentiel, pas selon le tien. Et pendant ce temps, il y a encore une autre force qui agit en toi. Une ancienne partie de toi. Celle qui sait encore parler comme avant, celle qui cherche à rassurer, celle qui veut être comprise, validée, acceptée. Celle-ci, elle se réactive. Elle va recommencer à argumenter, à justifier, à expliquer, à s'épuiser. Non, pas parce que c'est nécessaire, mais parce que le système, que je t'ai décrit plus haut, l'appelle. Et toi, au lieu de continuer à expérimenter tes nouvelles identités,
pour trouver une mue, une peau qui taille pleinement, tu te retrouves en train de défendre ton ancienne version. C'est un piège parfait. Dans le livre des portes, la 3e région de la droite porte un nom que peu de textes citent, mais qui est essentiel, Usere Baou, celle qui est puissante en âme. C'est ici que le voyage nocturne de Ré change de nature. La barque avance toujours, le passage continue, mais l'espace, lui, se referme. Ce qui entoure la barque n'est plus convié au mouvement. Les textes et les images montrent des serpents gardiens au nom précis. Ceux qui repoussent les rebelles, ceux qui capturent les ombres, ceux qui immobilisent ceux qui ne peuvent pas suivre. Ils ne détruisent pas, ils contiennent. Autour de la barque, des figures sont ligotées, enroulées, maintenues dans des postures de contention. Ce ne sont ni des démons vaincus, ni des forces mauvaises, mais des forces réelles, nécessaires même, qui, à cette heure précise, ne peuvent pas accompagner le passage sans le mettre en danger. Même Apophis, le serpent du chaos, n'est pas détruit, il est contenu, ligoté par des cordes que tiennent des divinités spécialisées dans l'acte de retenir ce qui doit être retenu. Ce n'est pas un acte de violence, c'est un acte de géométrie sacrée. À cette heure de la nuit, la priorité n'est pas la transformation, c'est l'architecture du passage, protéger le mouvement, maintenir le flux, tenir à distance ce qui est trop lourd, trop rigide, trop bruyant, pour que quelque chose de plus fragile puisse continuer. Rappelle-toi de cela. La nuit ne discute pas. La nuit ne justifie pas. La nuit contient. Et parler trop tôt, dans cette logique, serait une faute rituelle, un dévoilement avant l'heure, une exposition prématurée du processus. C'est exactement ce que Simone Weil appelait la pesanteur. Weil est une philosophe qu'on pourrait qualifier de directe. Elle ne cherche pas à consoler, elle cherche à voir clair. Pour elle, la pesanteur, c'est tout ce qui continue par inertie, par effort, par obligation, par habitude. Ce ne sont pas des choses fausses, ce sont des choses qui sont devenues lourdes. Les discours qui se répètent sans être habités, les liens qui se maintiennent par culpabilité, les rôles que tu endosses pour rassurer l'autre. Dans l'heure 3, la pesanteur n'est pas combattue, elle est neutralisée, maintenue à distance du passage. Mais la pesanteur n'est pas l'ennemi de la grâce, elle en est la condition. Écoute bien ce paradoxe. La grâce, la légèreté, ne surgit pas dans le vide. Elle ne surgit que dans l'absence de résistance, elle surgit contre quelque chose. Elle surgit quand la pesanteur a été suffisamment contenue pour créer un espace vide, un espace creux, une béance. Et c'est dans ce creux que quelque chose de plus léger peut descendre. Sans le poids maintenu, sans la résistance tenue à distance, la grâce n'aurait aucun lieu où atterrir. Chez Weil, la grâce n'apparaît jamais dans le bruit, elle n'apparaît jamais dans l'exposition, elle surgit dans des espaces protégés. Après que l'effort s'est révélé impuissant, après que la volonté a lâché prise, après que le silence s'est installé. Mais pour que cela arrive, il faut d'abord accepter ceci. Tout ne peut pas être emporté dans la traversée et tout le monde ne peut pas accompagner chaque passage. Ce qui commence comme un retrait fragile devient autre chose. Au début, c'est un cocon. Tu te protèges, tu réduis les contacts, tu choisis le silence. Non par force, mais par nécessité physiologique. Le corps sait qu'il y a des phases où l'ouverture serait une agression, mais si tu tiens assez longtemps dans ce cocon, quelque chose bascule. Ce qui était protection devient architecture, ce qui était défensif devient souverain. Le cocon ne demande plus la permission d'exister, il ne se justifie plus, il est. C'est une tenue, une capacité à dire « je ne discute pas, je contiens ». Non par arrogance, mais parce que la discussion elle-même est une forme de pesanteur. Expliquer pourquoi on a besoin de silence, c'est déjà le briser.
Rassurer l'autre sur ce qui se passe en nous, c'est déjà sortir de la traversée. Argumenter la légitimité de son retrait, c'est déjà redevenir disponible à l'autre plutôt qu'à soi-même. Cette porte demande l'autorité intérieure de tenir bon. Je répète, cette porte demande l'autorité intérieure de tenir bon, sans culpabilité, sans justification, sans négociation. À demain pour la porte numéro 4.